Bonjour à tous, monsieur le ministre, monsieur le président d'honneur de l'Association des maires de France, irremplaçable président, mais à qui j'ai dû quand même succéder de façon besogneuse, mon cher François, cher Thierry Repentin, coprésident emblématique de la commission logement, et puis chers tous, merci de votre présence en voyant que la ville de Troyes et ce beau département est parfaitement représenté. Pour ce propos introductif, dire simplement que les deux personnes qui m'entourent sont deux personnes qui historiquement ont toujours été particulièrement impliquées pour le logement, qui est l'une des fonctions vitales de l'être humain en société. Se loger, se nourrir, travailler, se déplacer. Et que lorsque le logement va mal, non seulement l'économie va mal, mais nous sommes face à des situations humaines particulièrement dramatiques. Et François Baroin, président de l'Association des maires de France, est le premier à avoir porté, avec l'association dont j'avais l'honneur d'être vice-président à l'époque, l'alerte sur la crise du logement dont nous allions pâtir et qui était devant nous à l'époque. Tu as été le premier à le dire. Et tu as été visionnaire, lucide et réaliste en indiquant que les contraintes qui étaient apportées par la législation et la réglementation sur le foncier, qui organisait la rareté et la cherté du foncier, sur le stock existant, sur la fiscalité des propriétaires, etc., ne pourrait que générer une crise qui, pour la première fois, à mon sens, dans l'histoire du capitalisme, est, pardonnez-moi la facilité langagière, en même temps une crise de l'offre et de la demande. Et tu continues d'être au cœur de ces réalités humaines, celles qui sont la finalité de notre action, le fer de lance d'une action proactive pour régler la problématique du logement au sein de ta commune, de Troyes, de ton département dont tu présides l'association des maires, et avec ce livre blanc qui aujourd'hui va faire figure de modèle pour irriguer notre expérience, notre action, nos propositions à l'échelle nationale. Je ne reviens pas sur les causes de la crise que j'ai très rapidement esquissées et qui viennent aussi techniquement de la remise en cause des prêts à taux zéro, des atteintes sur les APL que tu avais dénoncées à l'époque. Je me souviens très bien en disant, avec l'expérience qui était la tienne d'ancien ministre de l'économie et des finances, dire dès qu'on arrive à Bercy, on vous sort le musée des horreurs des mesures les plus débiles qui ne rétablissent jamais les comptes publics, mais qui pénalisent beaucoup les vrais gens dans la vraie vie, et figurer cette mesure sur les APL. Malheureusement, d'autres après toi n'ont pas eu la même lucidité et la même expérience de la vie et la même capacité de résistance face aux petits hommes gris, et donc ont pris de telles mesures. L'Association des maires de France est force de proposition. Dans ce congrès sur lequel nous avons voulu inscrire en grand, avec toute l'équipe de l'AMF, avec André Léniel, le mot « liberté », eh bien, nous disons qu'une des possibilités d'oxygéner à nouveau le marché du logement et de retrouver une politique de logement concrète est de donner davantage de liberté aux maires en matière évidemment de zonage. Et je pense d'ailleurs à ce qui avait été expérimenté en Bretagne, hein, je parle sous ton contrôle, qui a parfaitement réussi et qui a produit des effets. Une sorte de Pinel local et avec une définition de zonage local dans les politiques d'attribution et de pilotage de la gestion et de production du logement social. Bref, ce n'est pas à moi ici d'être exhaustif, mais il est évident que dans cette époque qui va nous amener, je l'espère, à faire enfin valoir consacrer le principe de subsidiarité ascendante, de liberté locale, dans une réflexion globale sur la décentralisation, que le logement ne soit pas vécu comme
simplement la patate chaude que l'État veut balancer aux communes sans les moyens et les ressources, parce que c'est le piège qui nous attend, mais qu'il y ait effectivement aussi l'affectation au bloc communal, par exemple du produit de la taxe sur la vacance, transformé en taxe unique, tel que nous le préconisons, d'une compensation intégrale des exonérations de fiscalité sur le foncier bâti, du rétablissement des dispositifs qui incitent à être des maires bâtisseurs, tout est le contraire aujourd'hui. Bref, de redonner de la liberté et de l'oxygène, y compris dans l'application brutale, excessive, non adaptée à la réalité de normes. Et il me permettrait d'évoquer de façon très succincte les zéro artificialisation nette qui amplifient la fracture territoriale, qui ne règle pas le problème d'artificialisation, qui est un vrai sujet, mais qui surenchérit considérablement le coût du foncier. Et après, on s'étonne qu'il n'y ait plus de marché. Il me permettrait d'évoquer le diagnostic énergétique, le DPE. C'est toujours la malédiction des acronymes en 3 lettres, qui fait que si on l'applique mécaniquement, en moins de 5 ans, 40% du parc de logements de résidence principale en locatif à Paris sortira de l'éligibilité. Je ne sais pas si le terme est le bon. Enfin, voilà. Donc on ne peut pas faire ça. Et pour terminer là-dessus, quand je dis que l'on voit des gens qui bossent, qui travaillent, des actifs qui dorment dans leur voiture, ce n'est pas un propos de tribune. C'est une réalité que je vois dans ma commune. Récemment, un salarié payé correctement dans une boulangerie qui ne peut pas se loger, qui dort dans sa bagnole, dans sa voiture. Donc nous sommes aujourd'hui dans le mur que tu avais décrit de façon anticipatrice. Et je veux à nouveau te remercier pour ce livre blanc que tu nous remets aujourd'hui et qui est le fruit du travail de tes équipes, de toi-même, de tous ceux qui t'accompagnent et qui font de toi, plus que jamais, un élu indispensable à la République française. Voilà. Merci à vous tous et bravo à la ville de Troyes, leader en la matière. Voilà, sous vos acclamations pour votre président. Bien, Monsieur le Président, mon cher David, Monsieur le maire, chers collègues, mon cher Thierry, mesdames, messieurs, d'abord, ça me fait très plaisir, David, d'être à tes côtés, évidemment. Très plaisir de saisir aussi cette occasion pour te dire à quel point, sous ta présidence, l'AMM poursuit son rôle et sa place, d'abord de rassembleur de tous les maires de France, c'est-à-dire des rassembleurs de tous ceux qui défendent la République au quotidien, c'est-à-dire le rassembleur de tous ceux qui s'occupent du coin de la rue, de la population, de leurs préoccupations, de leurs problématiques, de leurs interrogations, de leurs souffrances, de leurs doutes, c'est-à-dire ceux, au fond, qui tiennent le pays. Et de ce point de vue, pour ce dernier congrès de ce mandat, cette présidence-là, elle est une grande fierté pour nous tous. Alors, merci aussi de ce que tu fais, merci de ce que tu es. Nos relations avec David, elles sont évidemment très singulières, elles sont particulières. On se connaît bien depuis de nombreuses années, mais j'avais découvert David essentiellement au moment du Covid. Et j'avais été impressionné par la créativité de cet élu qui, vivant les mêmes problématiques que nous, éclairait le chemin sur un certain nombre de dispositions et bagarrait comme il fallait avec beaucoup de détermination et de respect et de loyauté à l'égard d'un État qui avait montré que malheureusement il n'était ni là ni présent au bon moment quand il fallait. La distribution des masques, ça a été nous. Cannes a été éclaireur en la matière. Les organisations de vaccination, ça a été nous. Bref, David a été aux avant-postes et il est à sa place ici à l'AMF. Et je lui souhaite évidemment la longue route nécessaire. Je le remercie d'avoir accepté en effet la remise de ce livre blanc. C'est pas juste le plaisir de parler ensemble, c'est pas juste le plaisir de se retrouver, c'est la continuité de notre action partagée en effet. Il y a quelques années, lorsque président des maires de France, à l'occasion de l'arrivée du nouveau président de la République et donc de la découverte des nouvelles mesures budgétaires, nous nous étions retrouvés en préparant cela sur la base de notre engagement local avec effroi, notamment sur la première mesure qui a été le point de départ de la dégringolade dans laquelle nous nous trouvons, qui a été la mesure APL. J'avais partagé à cette époque, tu t'en souviens et tu l'as évoqué, ma nomination comme ministre du budget sous la présidence Sarkozy, et il y avait 2 cartes sur 2 mots, enfin 2 lettres, 2 notes sur mon bureau en arrivant. Un mot de Michel Charasse, qui était ministre du budget tutélaire, et qui disait, s'il te plaît, tu ne changes pas la décoration, parce que c'est moi qui ai fait le transfert de Rivoli à Bercy. Donc je l'ai appelé tout de suite, je lui ai dit, ne t'inquiète de rien, je laisse même la toile d'araignée en haut à droite, comme tu le souhaites, enfin il n'y a pas de problème.
Et puis une note, c'était, Monsieur le ministre, la situation est très grave. Il faut faire des économies. On vous propose un collectif budgétaire. Il n'y aura pas beaucoup de mesures, mais il y en aura une. Elle rapporte beaucoup parce qu'au fond, le logement, ça coûte beaucoup d'argent à l'État. Ce n'est pas très efficace. Et finalement, presque note en bas de page, ça ne sert pas à grand-chose. Et c'était, on réduit d'1 € l'APL, on fait 300 millions d'économies, on réduit de 5 euros, on a 1,5 milliard, on cherchait 1,5 milliard, on avait trouvé l'affaire. Mon premier réflexe a été de convoquer le directeur du budget et de lui dire qu'est-ce que ça. Vous avez déjà mesuré les conséquences de ça? Il me dit non, mais c'est très bien et de toute façon, il faut le mettre en place, il n'y a pas de difficulté. Mon deuxième réflexe a été d'appeler mon directeur de l'office HLM à Troyes. Et je lui dis ça a quoi comme conséquence si on réduit de 5 euros chez vous? Il me dit c'est très simple. La première année, c'est 5 millions de moins d'autofinancement en moins. La deuxième, c'est 2 fois plus. Et je lui dis ça a quoi comme conséquence? C'est très simple. La première année, on n'investit plus dans la réhabilitation. Et la deuxième année, on n'investit plus dans la production. Le point de départ de l'impasse dans laquelle la politique de logement se trouve aujourd'hui est une mesure de nature comptable, au fond orthogonale aux préoccupations humaines. Je rappelle quand même que les 2 tiers des Français sont éligibles aux logements sociaux, Monsieur le Président. 2 tiers des Français sont éligibles aux logements sociaux et qu'on est aujourd'hui dans la situation, 8 ans plus tard, d'avoir 2 600 000 personnes qui attendent un logement. Tu as eu raison, David, de le dire. C'est ce qu'évoquait Jacques Chirac, d'ailleurs, à l'époque. Il y a 2 droits de l'homme, se nourrir, se loger. Tu as rajouté se déplacer, etc. Mais les 2 premiers, c'est avoir un toit, se protéger de l'hiver, protéger sa famille et se nourrir. Sur le rendez-vous du pouvoir d'achat, je ne m'élève pas au-dessus d'une condition qui n'est pas la mienne. J'imagine que vous l'évoquerez, Monsieur le Président, dans votre discours terminal demain après-midi. Sur la problématique du logement, nous sommes aujourd'hui, en effet, dans cette situation incroyable qui est une bombe sociale pour le pays. Un angle mort du débat public où tout le monde donne le sentiment de s'en écarter totalement alors que c'est la réalité du quotidien. Or, à l'amorce des quelques mois qui nous séparent de l'élection présidentielle, la question du logement doit être au cœur de la question du pacte républicain, de la problématique d'une nouvelle organisation des pouvoirs publics, de la solidarité naturelle avec les plus fragiles et enfin de la dynamique de la relance de l'activité économique pour tirer notre pays vers le haut. Et c'est sur la base de ce constat qu'avec Valérie Denis, vice-président et maire adjoint à mes côtés en charge notamment de l'urbanisme, j'ai décidé de mettre en place un groupe de travail sur des bases de terrain réel. Et au fond, Troyes n'est pas une île et les problématiques de Troyes sont rencontrées par de très nombreuses communes, avec la singularité pour une ville comme Troyes, où il y a 43% de logements sociaux, un niveau de revenu fiscal moyen qui est inférieur à la moyenne nationale, et en revanche, qui est la seule ville qui gagne en population du Grand Est avec une ville en Alsace, et qui est donc confrontée à cette quadrature du cercle insupportable et des recommandations orthogonales les unes aux autres, avec une zéro artificialisation nette des sols qui fait qu'on ne peut plus étendre alors qu'on a des tensions. Et on ne peut plus construire en hauteur, puisque le renouvellement urbain nous a amené depuis une quinzaine d'années à requalifier tous les quartiers prioritaires de la ville, et donc à détruire plus qu'à reconstruire. Et donc cette alternative du diable, c'est-à-dire dîner à sa table ou mourir de faim, nous a amené à formuler des propositions. Elles sont peut-être d'inégale valeur, elles sont d'inégale intensité, mais je pense qu'elles tapent juste. Je pense que le président Repentin en dira un mot en conclusion. Je pense qu'elle tape juste sur le renforcement de la maîtrise foncière nécessaire et la nécessaire adaptation du cadre du ZAN pour une différenciation territoriale. Là où il y a moins de demandes, il y a moins de problèmes de construction ou d'affectation de logement. Mais là où il y a de la demande, on est tendu, Monsieur le Président, et on est dans une construction supplémentaire. C'est un problème qu'il nous faut évidemment lever. Il y a problématique de la fiscalité et la réglementation du logement lisible. Je pense que là, c'est un vrai sujet. C'est un sujet pour l'AMF, bien sûr, mais c'est un sujet également de niveau présidentiel. Je pense que dans la nouvelle organisation des pouvoirs publics, dans la grande loi, non pas de décentralisation, puisque ce que nous souhaitons, nous, c'est plus de liberté locale pour plus de responsabilité locale. Je pense que clairement, la question du logement doit être posée, mais elle doit être posée, comme tu l'as dit, mon cher David, avec les transferts, avec le levier éventuellement fiscal, et avec aussi le fait que Descartes doit pouvoir retrouver ses enfants en tout temps, tout lieu, toutes circonstances. Est-il normal que dans une ville où il y a 43% de logements sociaux, on ait les mêmes soutiens de niveau d'APL que dans une ville où il n'y en a que 20 ? Les degrés d'intensité d'efforts d'accompagnement ne sont pas de la même nature. Les politiques publiques d'accompagnement de publics plus fragiles doivent être renforcées. Il faut redonner de la liberté. Le logement, l'État considère que c'est une charge, alors que c'est un honneur pour un maire de construire. Le logement, l'État, sur le plan budgétaire, considère que c'est une ligne comptable
alors que pour nous, c'est l'addition de richesses humaines d'abord et ensuite de ressources financières supplémentaires derrière. Et le logement est considéré comme étant improductif pour le ministère des Finances, alors qu'il est probablement celui qui tire l'économie vers le haut. Sur ces 3 points, l'État est dans l'erreur. Sur ces 3 points, les maires sont des éclaireurs. C'était ça le sens de ces assises du logement. C'est ça le sens de ce livre blanc. Et c'est la raison pour laquelle c'est pour nous un privilège et un honneur de pouvoir le remettre officiellement au président de l'AMF. Il est toujours aussi brillant, c'est quand même terrible de parler en même temps que lui, mais Thierry Repentin va relever le défi avec talent. Bien, mesdames et messieurs, bon, pour quelqu'un qui, au cours de sa carrière, s'est passionné sur les questions de logement, c'est un moment assez particulier de pouvoir effectivement avoir l'ancien président de l'AMF et le nouveau, qui par leur présence ici, aujourd'hui, à ce moment précis, mettent la question du logement social comme une priorité du débat de politique nationale. J'ai lu ce rapport de bout en bout. Il a le mérite d'avoir été fait sur le terrain et donc de retranscrire localement ce que l'AMF porte globalement sur les 25 propositions d'évolution législative, réglementaire en matière de politique de logement. On a une crise du logement, cher François, dont je ne pense pas que nous soyons dans le paroxysme. J'ai même le sentiment qu'elle est encore devant nous, car dans une politique structurelle de cette nature, pour inverser une courbe, quand vous prenez une décision, vous n'en voyez les effets que 3 ou 4 ans après. Ce qui explique cette crise du logement. Je vais leur dire 2-3 petites choses pour conforter, non pas, moi qui viens d'une famille social-démocrate, nous ne sommes pas issus de la même famille, et pour autant on partage le même constat sur les raisons qui font que nous en sommes là aujourd'hui. En 2018, effectivement, quand on diminue les APL de 5 €, qu'on ponctionne en même temps de la RLS, la réduction du loyer de solidarité des organismes HLM, nous disons à ce moment-là précis, dans quelques années, nous aurons une crise du logement que nous n'avons pas atteint depuis les années 50 sur ce sujet, parce qu'on va ponctionner l'argent disponible pour l'acte de construire, pour l'acte d'entretien du parc existant. On est là. Il y a eu APL, il y a eu RLS, il y a eu suppression de dispositions type prêt à taux zéro. Tout ça, c'est des acronymes PTZ, mais qui sont des réalités effectivement comptables, qui ont une dimension humaine en répercussion, les prêts à taux zéro, pour aider à l'accession à la propriété. D'autant plus que les APL, on pense toujours que ça compte pour le mouvement HLM, c'est vrai, mais ça compte aussi pour les locataires dans le parc privé. Et puis, on a une disposition qui passe un peu sous silence, mais dont on paye les frais aujourd'hui, qui est la suppression de la taxe d'habitation. Parce que la taxe d'habitation, c'est une disposition qui accompagnait l'acte de construire. Aujourd'hui, les adjoints aux finances dans nos collectivités locales disent « Monsieur le maire, arrêtez de construire. Aujourd'hui, le logement, ça coûte, ça ne rapporte plus. Il n'y a plus ce lien entre effectivement le logement que vous livrez et la fiscalité qui permet de rendre les services de ce logement. » Et puis, il y a eu les zonages, il y a eu la suppression aussi de dispositifs pour accompagner celles et ceux qui peuvent investir dans l'acte de construire un logement privé pour le mettre sur le marché de la location. On a besoin d'aller solliciter les Français qui peuvent investir effectivement et construire du logement privé aussi. Et puis il y a aussi une autre disposition, un tour de passe-passe. Le gouvernement a mis en place, je vais vous aider, on va faire un FNAP, le Fonds national des aides à la pierre. On va tous se mettre autour de la table et puis l'État va mettre de l'argent, Action Logement va mettre aussi de l'argent. Sauf que ce tour de passe-passe s'est traduit par le fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'argent de l'État dans le FNAP. Il n'y a plus que Action Logement. Voilà. Et on a supprimé aussi l'aide aux maires bâtisseurs. On sait que construire du logement, ça coûte. Il faut convaincre nos compatriotes d'accepter des logements à proximité de chez soi. C'est jamais facile. Et ça coûte en matière de services. Donc on a eu une attrition des fonds de l'État, en même temps que le logement coûte de plus en plus cher pour les collectivités locales. Et dans votre constat et les propositions que vous faites, vous appelez quelque part à un retour de l'État autour de la table pour cofinancer. La Fédération française du bâtiment nous dit que le nombre de logements construits a été à un point historiquement bas, que la crise, il faut remonter aux années 50 pour avoir si peu de logements.
Il faut donc renverser la table. Il y a eu un débat hier avec Monsieur le ministre du Logement. La conclusion, c'est Monsieur le ministre du Logement, on ne veut pas d'une nouvelle grande loi sur le logement. On veut adapter des outils qui existent, fait qu'on puisse zoner effectivement les aides qui peuvent être différentes d'un territoire à un autre compte tenu de la réalité sociologique et économique du territoire. Laissez-nous ce zonage. Permettez que, par exemple, sur les taxes d'aménagement, nous puissions les moduler là où c'est nécessaire, puisqu'on dit qu'il ne faut plus construire sur des terrains qui sont non constructibles. Et bien, si on veut reconstruire sur des friches, ça coûte plus cher. Il faut démolir, il faut dépolluer, il faut changer les réseaux. Donc, sur ces sujets-là, les taxes d'aménagement doivent être majorées pour permettre effectivement d'équilibrer les opérations. Il y a le statut du bailleur privé qui est annoncé. C'est un premier pas. Il ne résoudra pas la crise. C'est pour maintenir à flot éventuellement quelques constructions nouvelles. Il y a besoin sur ce sujet d'une unité nationale. Vous avez cité un président qui n'est pas celui que j'aurais cité le premier, mais qui incontestablement a joué un rôle pour qu'un certain nombre de dispositifs dans les années 2000 puissent sortir au début des années 2000 et qui ont apporté des solutions à cette crise. Il faudrait une vraie prise de conscience nationale. Le logement, c'est la dignité des gens, c'est la vie des gens. Et avoir un toit, avoir un salaire, c'est sans doute les deux jambes qui permettent une émancipation, un projet collectif, un projet de vie, un projet familial. Si on ne se retrouve pas sur la nation, sur cette question, alors malheureusement le constat que vous avez fait à Troyes et que nous partageons totalement sera constaté sur beaucoup d'autres collectivités locales, hélas. Je ne suis pas très optimiste en vous disant cela, car malgré les propositions qui sont faites par l'AMF et portées par celles et ceux qui trouvent dans nos propositions matière à crédibilité, sont trop peu nombreux. Donc j'en profite pour vous remercier de nouveau de mettre vraiment sous l'éclairage bien nécessaire ce sujet qui conditionne la vie des gens. C'est une question de pouvoir d'achat. Et il faut redire à Bercy que oui, il faut un investissement. Oui, il faut aider à construire, mais qu'en termes de recettes, l'État est très gagnant sur la politique du logement globalement. Merci. Merci à tous. Il y a de formidables orateurs autour de moi.